On y va. Alors le shiur ce matin, mes amis, les Ilou Nishmat, Abraham Bardaya. Et donc comme on a dit, c'est la Iloula de Rabbi Israël. Donc le cours, il est pour Gam l'Ilou Nishmat, Rabbi Raphaël Israël Bar Yakot. Et voilà, l'Ilou Nishmat, on a dit, Abraham Bardaya, tu joues Nishmat, Gan Eden, quelle route en même temps que Rabbi Israël de Sarcelles. Extraordinaire. Alors messieurs, Rosh Chodesh Adar, deuxième jour de Rosh Chodesh. Messieurs, deuxième jour de Rosh Chodesh. On a en plus, donc voilà, les Nishmat. C'était qui ton grand-père? Ton grand-père? Et c'est pour ça que j'ai, voilà, on a compris. Et en plus, donc là, Iloula de Rabbi Israël de Sarcelles, messieurs, juste pour les Nishmato, rappelez qui était Rabbi Israël, Behemet. C'est pas anodin si Behemet, Rabbi Israël, si la France dans tout son ensemble, elle a vécu à une période d'une renaissance de sa Torah. Alors on a eu des grands, la marche des grands en France. On a eu le Rav Sitruk qui a tellement fait. On avait Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il se rappelait Raphaël Bar Yakot, Israël. Ouais. Et exceptionnel. Celui qui a eu le mérite et la chance de le connaître, de le côtoyer, d'avoir ses bénédictions, c'est quelque chose de, amen, c'est quelque chose d'unique. Vous savez, on raconte souvent des histoires, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On a l'histoire, vous savez, le Gaon de Vilna, Ephraim Volojine quand il était à Volojine. On parle du Baal Shem Tov quand ils étaient mamash, d'accord? On parle de ces histoires-là, on a des histoires de dingue. On a eu le mérite d'avoir, on l'appelle comme le Gaon de Vilna, on a eu Rabbi Israël de Sarcelles. Mamash comme le Gaon de Vilna. Et il n'y a pas une personne, quand je ne parle pas que de Sarcelles, parce que c'était Sarcelles et toute la France, qui venait le voir, d'accord? Quand le rabbi, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, Rabbi Lubavitch, il lui a dit, je voudrais une bracha, il lui a dit, d'où tu viens? Il lui a dit de Sarcelles. Et mais qu'est-ce que tu viens chez moi? T'as un tzaddik là-bas, t'as pas besoin de faire autant de kilomètres? T'as un tzaddik là-bas, le rabbi il disait ça, pour montrer qui était Rabbi Israël. Et tout le monde, toute la France, et même plus encore, a profité de ses conseils et de ses brachot. Il n'y a pas une personne qui n'a pas profité de ses brachot et de ses conseils. Alors Rabbi Israël, quand on parle de Rabbi Israël, on voit tout de suite aussi voilà, le tzaddik qui est Sod Olam, qu'il était. Mais la chose extraordinaire de Rabbi Israël, pour l'avoir côtoyé de près, comme beaucoup de personnes, Baruch Hashem, c'est qu'il avait beaucoup d'humour. Il était très simple, et beaucoup d'humour. J'ai eu le mérite qu'il soit à ma bar mitzvah, il est venu à ma bar mitzvah, j'ai le film d'ailleurs, sur mon portable, je le garde. Il était à ma bar mitzvah. Vous savez, les Tunisiens, on a l'habitude de faire la soirée des rabbins. Vous connaissez ce minag? Non, c'était en Tunisie, on l'a refait ici. La veille de la bar mitzvah, on a l'habitude, les Tunisiens, d'inviter tous les rabbanim, de faire un repas de fête, parce que la bar mitzvah, quoi, un repas de fête avec les danses, avec livré Torah. Et les rabbanim bénissent le bar mitzvah pour une vie, voilà, Bezrat Hashem, d'Atzlacha, de Torah, de Simcha. Et donc, on avait fait ça à l'époque. Et c'était comme une bar mitzvah, une fête. On fait le repas, c'est tunisien avec Keïla, tout ce que tu veux, tout ça. Et il y avait les rabbanim qui étaient là, c'était magnifique. Et Rabbi Israël était venu. Et bien sûr qu'on lui a donné la parole. Il avait pas l'air. Quand il est venu, il était déjà très fatigué. Mais il marchait difficilement, mais il n'était pas sur chaise roulante. Et il avait du mal à se tenir debout, donc il fallait l'attraper, des fois il tombait comme ça, mais il était encore avec toute sa bouche, toute sa tête, tout ce qu'il fallait, quoi. La tête il avait jusqu'à la fin. En tout cas, avec tout, il avait encore ses moyens, on va dire, même s'il était très affaibli. Et je me rappelle quand il a commencé son Dvar Torah, il m'a dit, Gabriel, je vais te dire deux choses. Et je vais te dire ce que mon père m'a dit à mon... Non, il a dit, je vais te dire ce que j'ai dit à mon fils, parce qu'il avait marié un de ses fils, pas longtemps avant. Je vais te dire ce que j'ai dit à mon fils, là, il n'y a pas longtemps, le jour de son mariage. J'ai dit deux choses à mon fils. La première, Mazel Tov. C'est beau, c'est bien. Et la deuxième, débrouille-toi. Et cette phrase, elle est tellement magique. On est tous là, quand on fait une Dvar Torah, quand on fait pour le Khatan ou la Kala dans un mariage ou pour une Bar Mitzvah, on est là, on a tous des conseils. Mais qu'est-ce que tu as un conseil quand toi-même t'es dans le problème? Comment tu donnes un conseil? Et on va être ça le meilleur conseil. Qu'est-ce que c'est le meilleur conseil? Débrouille-toi, fais comme tout le monde. Comment on a fait? On s'est marié, on a grandi, on a fait des erreurs et on a réparé certaines erreurs. Débrouille-toi, sois un homme, fais comme tout le monde, bats-toi. Et ça, je pense. Et c'est le plus beau des conseils. Parce que tout le monde va te dire non, faut faire comme ça, faut faire comme ci. Débrouille-toi,
vis ta vie, allez vas-y maintenant, va manger la poussière, et vas-y, travaille, aide malasso. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'était, on pense que voilà, c'est de l'humour simplement, et tout le monde a rigolé, besoin de badaille. Mais en fait, c'est très profond, c'est la vérité. Puis tu vois comme ça, débrouille-toi. De toute façon, ce que je te dis à ton enfant, il t'écoute pas. Et il veut faire l'inverse. Et de toute façon, débrouille-toi. Reste ta chaîne. Si tu as donné les bases, si ton enfant t'a donné les bases du judaïsme, les bases des midotes, d'accord? Ne pas mentir, ne pas voler, d'être quelqu'un. Débrouille-toi après, qu'est-ce que je te fasse? Aide malade, jusqu'à où tu vas lui donner jusqu'à la cuillère, le truc. Aide, allez, débrouille-toi. Et ça m'a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et donc le Rav Israël, il était beaucoup d'humour. C'était toujours fin. Et quand il parlait, c'était vraiment, il faisait passer des messages, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de subtilité. Et. Tu as connu toi, Jean-Julien? Ouais, bien sûr. Non, qui n'a pas connu Rav Israël, mais pas que Sarcelles, autour, tout le monde venait, quoi. Combien de personnes? Bien sûr. Qui n'est pas Rav Israël? Et les conseils de Rav Israël, je me rappelle au Espedim et tout ça. Les rabbinim, quand ils parlaient de Rav Israël, tous les rabbinim, quand ils parlaient, ils disaient Rav Israël, c'était pas des conseils. Tu vas voir un Rav, c'est des conseils, même si lui, il tenait ça en conseil, hein, il se prenait pour rien du tout, Rav Israël. Mamash, mais, en vérité, c'était pas des conseils qu'ils donnaient. Ils ont dit, les rabbinim, je répète ce que j'ai entendu le jour des Espedim, ils ont dit Rav Israël, c'était Orim Vetumim de notre génération. Les Orim Vetumim, c'est quand on allait demander au Kohen, qu'est-ce qu'on doit faire. Le roi, il allait voir le Kohen, il disait, qu'est-ce qu'on va faire. Et hop, et ça s'allumait, d'accord, en fonction des lettres qu'il y avait dans le, comment on appelle en français, ouais, mais le français. Le pectoral. Pectoral, oui. Sur le pectoral, et ça s'allumait. Et on savait ce qu'il fallait faire. Rabbi Israël, c'était Orim Vetumim. Mashuaya Omer Lechas, qui te disait, c'était comme ça, il n'y a pas ni droite, ni gauche, ni pas. Mais il n'était jamais en ordre. C'était jamais un ordre, Rabbi Israël. Jamais il te disait, fais comme ça. À part une fois, il l'a fait, mais, ou en tout cas avec moi, mais sinon, c'était jamais des ordres. C'était des conseils. Combien de personnes, moi je connais personnellement, d'accord, voilà, ma belle famille par exemple, ok? Combien de fois, je sais, mon beau-père était parti voir Rabbi Israël faire son alia, d'accord? Il lui a dit non. Il lui a dit non, tu ne fais pas ton alia. Un an après ou 2 ans après, il est parti le voir, il a dit j'ai envie, tu peux partir. Lama, Kodesh, il voyait des choses que tu vois pas, il comprenait des choses que tu voyais pas. Et ma belle-sœur pareil, elle n'était pas encore mariée, il lui a dit toi tu vas pas avec tes parents, tu restes. Faut le faire. Tu vois, elle est partie en séminaire à Marseille, un séminaire du Rav Kohn, je crois. C'est ça? À Marseille, ouais, Rav Kohn. Et tu vas là-bas. Tu restes là-bas. Et bien elle est restée, elle s'est mariée, tac, boum, boum. Extraordinaire. Mais des trucs que tu deviens fou, tu deviens dingue. Moi, personnellement, mon père, quand on était jeune, nous on faisait Shabbat, mon père faisait pas Shabbat. Il faisait pas encore Shabbat, mon père. Et pour voir la force de Rav Israël, la puissance de Rav Israël. Et mon père, à un moment donné, donc il voulait ouvrir un restaurant, c'est-à-dire qu'il a ouvert à Paris, rue Saulnier, celui qui a connu, le Castel, en face de la synagogue. Et il va au Bedin, et à l'époque, c'était le Rav Bibo, celui qui a connu le Rav Bibo, d'accord, qui s'occupait de tout ça. Donc il est parti pour avoir la plaque. C'est normal, du Bedin. Il va là-bas, le Rav Bibo lui dit, mais tu as quoi, vous faites Shabbat? Peut-être vous mettez Shabbat? Mon père lui dit non, je ne fais pas Shabbat. Il dit, je ne donne pas la plaque. Il y avait tout, il y avait le restaurant, le machin, tout, il y avait tout, ça y est, tout était, il avait manqué de la plaque. Il ne savait pas quoi faire. Alors ma mère lui dit, bon, bien, on va voir Rav Israël, on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Parti voir Rav Israël, il lui raconte l'histoire. Il réfléchit comme ça à Rav Israël, il prend le téléphone, il appelle Rav Bibo. Il dit, qu'est-ce qui se passe, machin, voilà, j'ai M. Akoun devant moi, la plaque, t'as pas donné la plaque, machin et tout. Il dit, non, je donne pas la plaque, il ne fait pas Shabbat, je donne pas la plaque Bedjin. Je crois qu'il était, Rav Bibo, c'était un... Rav Israël, il dit, ah bon, ne quitte pas. Il fait comme ça, il dit, M. Akoun, faites Shabbat à partir de maintenant. Comme ça. Mon père, c'était... Il dit, il dit, vous faites Shabbat maintenant? Maintenant, là, vous me promettez de faire cette vie à partir du jour où je fais Shabbat? Mon père, il a dit, ok, à partir de maintenant, je fais Shabbat. Comme ça, c'est passé. Et à partir de maintenant, je fais Shabbat. Il prend le téléphone, voilà, il est devant moi, je suis garant. Il a dit, je fais Shabbat, aujourd'hui, il prend ce Shabbat, je suis garant. Maintenant, il vient maintenant tout de suite à Paris, il prend le truc, tu lui donnes la plaque. Et comme ça, il est parti, mon père. Regarde la parole du Rav Israël, comment tu fais? Il a dit tout de suite, il fait, d'où tu sais qu'il va faire, qu'il va pas faire. La parole du Rav Bibo, il a dit tout de suite, Rav Israël, il a dit, il fait Shabbat, tu fais Shabbat. Il est parti, il a donné, et machin. Et mon père, à partir de l'année 90 à peu près, il a commencé à faire Shabbat, bon, Hachem, là, il a évolué. Regarde comment il a fait faire Shabbat à quelqu'un, mon père. Direct, il n'y a pas de. Et c'était pas par. Que de l'amour, c'est que de l'amour. Rav Israël, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et encore une fois, Béhémet, je pense, en tout cas à titre personnel, qu'on ne fait pas assez pour sa mémoire, on ne fait pas assez encore par rapport à ce qu'il a été. On a eu le mérite d'assister
à son enterrement. Et celui qui a assisté à son enterrement, vous vous rappelez comment c'était? Je sais pas, moi, mais T'as pas vu? Moi, j'étais à Sarcelles. Ah, t'étais à Sarcelles? T'étais pas à Sarcelles. Non, mais non, le Medjugorje, j'étais pas. Dans le bête à Knesset, après la rue, elle était complètement fermée. Le jour où il est décédé, Ouais, les gens, Ils ont fermé. à côté de Louis d'Or, sur tout le tous les gens ils pleuraient par terre. Moi je me rappelle, je redescendais la rue, les gens ils étaient allongés par terre, ils pleuraient. On a perdu le pilier de Sarcelles. Avec le soleil. Exactement. Et quand ici, voilà ce que j'allais dire. Quand on l'a enterré, il est au mont des Oliviers. Il est Barazetim. Au moment de l'enterrement, on mettait le corps, le soleil, mais tout d'un coup, ça bleu, tout ce que tu veux. Le soleil, il a commencé à se former un arc, mamache, autour du soleil, qui a été vu dans tout Jérusalem. Moi, je me rappelle, j'étais déjà à côté de moi, ils étaient avec des gens au téléphone, qui étaient à Ramoth, qui étaient dans d'autres machins, et tout le monde, au même moment, ils voyaient le soleil. Le soleil, il y a un arc qui s'est formé autour du soleil. Un truc que tu n'as jamais vu. C'est une marée que j'ai jamais eu de ma vie. Et je me rappelle, bon, tout le monde était comme des fous. Ils ont pris les photos d'ailleurs. Ils ont pris les photos, c'est passé dans le journal de Sarcelles. Bref. Et je me rappelle que le frère du Rav Israël, lorsqu'après, donc il y a eu les Shiva, il y a eu les Spedim et tout ça, on allait les voir, ils étaient à l'hôtel et ça, il y avait tous les soirs des Spedim. Il a ramené deux jours après, il a ramené, il avait raconté cette histoire, et je ne sais plus quel gadol qui lui avait dit, il lui a amené le Mékor, c'est en fait un Zohar à Kadosh. Il y a un Zohar, c'est le Zohar qui dit que lorsque il y a un tzaddik qui quitte ce monde-là, des 36 tzaddikim, le tzaddik Nistar qui est de ce monde-là, alors dans le ciel, il y a une simcha gedola. Dans le ciel, il y a une joie très 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 grande, et là-bas, regardez comme c'est fou. Le Zohar il dit que les Malaché Hacharet, les anges célestes, ils dansent. Comme nous, on danse dans les mariages, les mains dans la main, on fait la ronde. Ils dansent en rond autour du soleil. Ah, c'était ça. Incroyable. Béhémet, incroyable. Et comme j'ai dit, on ne fait pas assez pour Rav Israël. En tout cas, je pense qu'on ne fait pas assez. C'était tellement géant. D'accord, quand tu comprends que le Rav Shach, il étudiait sur les livres du Rav Israël. Le Rav Shach, c'était le Gdolador de l'époque. C'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. D'accord? Donc c'était le Gdolador. C'était comme tu dis, pour nous les Sfaradim, c'était Rav Ovadia Yosef. Les Ashkenazim, même pour le monde Sfarad, c'était aussi le Rav Shach. Rav Shach, c'était la sommité. Ok? Il étudiait dans les livres du Rav Israël. Il a écrit des livres sur la Gemara. Et je l'ai d'ailleurs, ça s'appelle Mouchat Aaron. C'est d'une profondeur sur les Gemarot. Et toutes les Gemarot, pas une partie des Gemarot, toutes les Gemarot les plus difficiles, la Briout. Il a écrit sur les plus difficiles. Et là-bas, Penovitch, il y avait les livres du Rav Israël et ils étudiaient dessus. Pour comprendre qui était Rav Israël. Rav Israël, il a étudié en Angleterre. Et ça, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Il a étudié avec le Rav Dessler. Il a étudié avec le Rav Dessler. Bien sûr. Et il était, entre guillemets, amoureux du Rav Dessler. Il était très, très, très proche. Le moussard qui on a eu à Saint-Seine. Joli. Joli. Il a étudié avec le Rav Dessler. Et d'ailleurs, messieurs, vous savez que le Mirtam Me'Eliyahu, il a été composé de cours qui ont été écrits par Rav Dessler, qu'on a retrouvés, des cours qu'il faisait à Ponyovitch, mais aussi beaucoup de Talmidim, de ses élèves. Et Rav Israël, il notait tous les shiurim du Rav Dessler. Et lorsque la famille du Rav Dessler ont voulu faire le Mirtam Me'Eliyahu, ils ont demandé aux élèves qui étaient avec le Rav Dessler de donner les shiurim qu'ils avaient gardés. Ils ont beaucoup utilisé les écrits du Rav Israël, parce qu'il écrivait tous les shiurim du Rav Dessler. Juste pour comprendre qui était Rav Israël. On pourrait parler de Rav Israël, et chacun il a des histoires personnelles avec Rav Israël. Chacun. Je ne connais pas un Sarcellois, ou un Parisien, ou un Français qui n'a pas une anecdote sur Rav Israël, on dit. Qui n'a pas eu d'histoire avec Rav Israël. C'est une très très belle histoire, on dit. Et donc mes amis Bémet, qui n'a pas eu de sipourim avec Rav Israël, d'histoire personnelle pour un mariage, que ce soit pour la Aliyah, que ce soit pour la santé, des cas qui étaient complètement. Et il était Mamar Maslou. Alors tu as dit pourquoi il arrive à Sarcelles, d'accord? Rav Israël, c'était un bâtisseur. Il faut comprendre qu'à Sarcelles, d'accord, Sarcelles c'était on l'appelait la petite Jérusalem, Bémet.
Et dans les années 60, d'accord, quand les Juifs d'Afrique du Nord ont dû quitter l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, un peu moins, mais aussi le Maroc, beaucoup sont venus en France. Beaucoup à Marseille et beaucoup sont venus à Sarcelles. Pourquoi Sarcelles? D'abord parce que c'était Garges, il y avait Garges, exactement. Garges, c'est les premiers. Après, il y a eu Sarcelles. Après, il y a eu une grande arrivée à Sarcelles. Là, d'abord, c'était à côté de Paris, c'était pas loin du tout de Paris, c'était vraiment on appelle ça vraiment la région parisienne, on était à rien du tout. Voilà. Et c'était une ville qui était en train de se bâtir et c'était pas cher. C'était pas cher, c'était pour rien. Non, c'était pour rien, c'est d'ailleurs toujours pour rien, je crois. Ça va pas changer. Ça va changer. Mais en tout cas, c'était vraiment pour rien. Et Rav Israël, c'était un bâtisseur. Rav Israël, c'était un bâtisseur. C'était pas quelqu'un qui venait et qui se mettait sous la table. C'était un bâtisseur. Il a construit Sarcelles. Quand tu parles de Sarcelles, tu peux pas dissocier Rav Israël. Sarcelles, c'est Rav Israël. De Tunisie alors? Non, lui il venait du Maroc, c'était de Fès. Mais Vadaï, c'était notre âme. Ça change. Une chose que beaucoup ne savent pas, par contre, Rav Israël, il a fait le mikvé, il a fait les écoles, il a transformé Sarcelles. Mais beaucoup ne savent pas qu'à une période, Rav Israël, il a sorti ses livres là, sur la Gemara, qui sont des livres, je vous dis, d'une profondeur. Il les a écrits beaucoup, il en a écrit quand il avait 13 ans, 14 ans, jusqu'à qu'il ait fini tout le décrit sous tout le chasse. Il avait 37 ans à peu près comme ça, 36-37 ans, quand il a fini. Il a donné les impressions de son livre à son oncle, et son oncle, il lui a dit, écoute, ne sors pas ton livre maintenant. Tu vas avoir l'Aïnara sur toi, c'est tellement fou que tu vas avoir l'Aïnara sur toi, c'est pas bon. Il n'a pas écouté. Il a sorti, et Rav Israël disait toujours, je suis tombé malade à cause de l'Aïnara, de mon livre. Toujours il disait. Je suis tombé malade à cause de l'Aïnara de mon livre. Pour que vous compreniez. Comme il y a l'Aïnara dans la doucha comme ça. Chana avec Shmuel. Rava, il a fait tout. Il n'y a pas l'Aïnara. On dit qu'on peut être jaloux de l'autre parce qu'il étudie mieux que non, c'est le Pélé. Comment ça fait un jeune comme ça, 36 ans, il fait un livre aussi profond? Ça mène l'Aïnara. Chana, il a prié pour ça, Kadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas trop grands, pas trop petits, pas trop intelligents, pas trop bêtes. Ils sont moyens. Rachid Ilama, elle avait peur que les gens mettent l'Aïnara sur son fils. Si jamais il fait des beaux discours, il est très trop. L'Aïnara, et c'est pas méchant l'Aïnara. Une mère peut l'Aïnara sur son fils. C'est pas forcément méchant. Il y a une autre histoire que personne ne connaît. C'est que, et nous a témoigné son chamash qui était pendant 12 ans avec lui. Rav Israël, à un moment donné, était déjà malade, mais pas malade, il a perdu tous ses moyens, mais il était vraiment déjà malade et très affaibli. Le Rav Chaikin, c'est ce que je vois, Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il est parti au Rav Israël et il lui a dit, écoute, il y a une ville en France qui a besoin d'un géant. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il est déjà à Sarcelles depuis des années. Hein. Donc le géant est déjà malade. Mais il faut que tu ailles dans cette ville-là, tu deviens le rab de la ville, il faut que tu transformes cette ville-là. Et Rav Israël, il a écouté tout ça, il est parti voir. Machin, il est revenu, il a appelé Rav Chaikin, il lui a dit, non, je reste à Sarcelles, ça m'intéresse pas. Pas m'intéresse pas dans le sens pas intéressé, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire à Sarcelles, ils ont besoin de moi à Sarcelles. J'ai vu, pour faire honneur à Rav Chaikin, il n'a pas dit non, il est parti voir, il est revenu, il a dit non, je me rappelle, mais je me rappelle plus quelle ville c'est là. Ou Bourg-en-Bresse, d'accord. Et il lui dit non, je pars pas. Rav Chaikin, il a dit écoute, vraiment, il faut que tu ailles là-bas, c'est vraiment important. Il a dit regarde, si tu vas là-bas, ani maftiach lecha. Rav Chaikin jamais il disait ça, jamais. Maftiach lecha, je prie pour toi et tu vas guérir. Tu auras la fois chez ma complète. Tu vas guérir. Maftiach lecha, je prie, tu vas guérir et tu auras la fois chez ma complète. Et Rav Israël a refusé. Et je ne peux pas abandonner mes enfants à Sarcelles. Il aimait beaucoup les habitants de Sarcelles. Et il disait toujours. Il fallait un grand route ou autre chose. Eux ils savent pourquoi. C'est quelle ville Aval, je ne sais pas. Rav Israël, il aimait beaucoup les habitants de Sarcelles. Il disait pourquoi? Parce qu'ils sont tmimim et ils ont le Kvod HaTorah. Il disait ça c'est l'essentiel dans la Torah. La tmimut, et Shalem et le Kvod HaTorah. Il dit c'est les choses les plus importantes. Donc il était très proche de chacun. Quand on allait le voir à Israël, on avait l'impression qu'il était qu'à nous. Qu'il était qu'à toi. C'était ton papa, c'était ton conseiller, c'était ton rave, mais il était à toi. Il y a pas de... Chacun pensait qu'il avait une proximité et surtout un lien très spécial avec Rav Israël. Et ça c'est parce qu'il avait beaucoup bémet. Il avait une avat Israël, Shen Kedugmata. Il a raconté l'histoire... Hier, Yossi, tellement beau, tellement belle, d'accord? Par rapport à sa maman qui devait accoucher, d'accord? Ouais. Sa mère qui devait accoucher.
à Kippour. Et Rabbi Israël, il a laissé son père prier. C'est lui qui est parti amener les valises et les machins à sa mère pour pas qu'embêter son père. Au milieu, à Kippour. Voilà. Ouais, c'est ouf. Mais il était que comme ça. Quand il était fatigué, c'est lui qui allait. S'il savait qu'il fallait donner une famille de la tzedaka, Non, mais c'est- et ils avaient honte, les gens, de recevoir, mais ils n'avaient pas honte de recevoir de Rabbi Israël. Il laissait à personne donner la tzedaka. C'est lui-même qui donnait la tzedaka pour pas que les gens ils ont honte, que les gens sachent qui a besoin, qui a pas besoin, tout ça. Il faisait les mitzvot de lui-même. Quelque chose d'extraordinaire. Et Bémet, encore une fois, je pense qu'on doit énormément. Et moi, je me dis, le titre personnel, si là, je suis là aujourd'hui, là, et c'est pour ça que ça me tient à cœur, en train de faire des Dvar Torah, on essaie en tout cas, et d'essayer de transmettre de la Torah, et la petitesse, où grâce à Dieu, Hachem nous a été zoché d'être et de devenir, là, ce que je suis, je le dois à 200% à Rabbi Israël. 200%. Lama, et je termine avec ça, je vous l'ai dit déjà, quand j'étais à Otsara Torah à Sarcelles, avec Yossi d'ailleurs, on était ensemble à l'école. Bon, il y avait les sérieux, il y avait les glandus. Je ne dis pas que j'étais un glandu, mais j'étais un petit peu chauvave à l'école, ça arrive, c'est comme ça. Et. Non, c'est vrai, il était gentil, merci de ça. Et donc, tout le monde a eu son bac. Et moi, j'ai pas eu mon bac. Bon, si tu glandes à la fin, qu'est-ce que tu vas avoir? Elle m'a la saute. Et donc, il est parti déjà en Israël, tout le monde est parti, machin. J'ai des lettres d'ailleurs. Aussi, on fera une soirée lettres. Ça serait sympa de voir ces lettres-là. C'est très intéressant d'apprendre. Ah oui, très intéressant d'apprendre ce qu'on faisait à cette époque-là, des lettres sympathiques. On a des dossiers. Bref, et moi, donc j'ai arrêté mon bac. Et l'année d'avant, il n'y avait pas de classe. L'année d'après, il n'y avait plus de classe. C'était la seule année à Otsara Torah où il y avait un vide. Ça n'a jamais existé. Jamais. Et donc, je ne savais pas où aller. Alors, j'ai fait toutes les écoles de Paris, de province, tout ce que tu veux. Personne m'a accepté, mais ce n'était pas logique. Même une école qui venait d'ouvrir dans un grenier, il y avait 3 élèves. Bémet, c'est vrai. Je me rappelle toujours, je suis parti. Il m'a dit, il faut qu'on fasse un conseil. Je fais un conseil avec qui? Vous êtes 2. Ma mère, elle lui a dit, Bémet, elle a dit, mais conseil avec qui? Vous avez 3 élèves. C'est conseil. Non, c'est pas encore. Et je me rappelle, je m'étais inscrit à l'Orte. Il y avait l'école de l'Orte. D'accord? Bref, et là-bas, ils ont dit, on va faire un conseil, on va voir, c'est pas chou, c'est pas simple et tout, bon bref. Et ma mère avait raconté ça à une amie à elle, comme quoi j'attendais une réponse pour l'Orte. Et cette dame-là, elle était partie chez Rabbi Israël pour des brachot et tout. Et avant de partir, elle dit, Rav, on peut faire une bracha pour le fils d'une amie à moi. Alors, et il dit, pourquoi? Elle lui a dit, voilà, il va entrer à l'école, le bel, il attend la réponse et tout. Alors, Rabbi Israël dit, c'est qui? Alors, il dit mon nom, et il me connaît très 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 bien. Il dit, même pas en rêve. Je dis, je fais pas la bracha. Tu l'appelles, tu dis qu'il vient me voir. Et donc elle appelle ma mère, et c'était un peu une chashkoufa comme ça. Un peu. Et donc elle s'occupait toujours. Et elle dit, il va me tuer ton fils, toujours me mêle de ce qui me regarde pas et tout. Voilà, Israël, il veut pas faire la bracha, il lui a dit qu'elle vient le voir. Je dis, mais j'ai pas envie de voir Israël. Quel rapport maintenant? Pourquoi? Moi je voulais pas, entre guillemets. Et ma mère, elle m'a dit, mais attends, Israël t'appelle, tu peux même pas, oui, non. Et donc je suis parti voir Israël. Je pars le voir et tout. Et il me dit, c'est quoi cette histoire? Toi, tu veux aller à l'Orte à Villiers-le-Bel? Je dis, pas du tout. Je dis, mais Rav, j'ai pas d'école. Je fais toutes les écoles de Paris et sa région parisienne. Je peux aller à Marseille à l'école. Ils veulent pas de moi. Il m'a dit, bien sûr, ils veulent pas de toi. Je dis, je veux pas aller à l'Orte, c'est pas pour toi. Il m'a dit, regarde, j'ai une très bonne école pour toi. J'attends, je dis, connais. Il dit, tu vas aller, je suis à Dax-les-Bains. Moi, j'étais avec mon petit jean, tu sais, machin, les copains, les copines. Je me suis retourné, je lui ai dit, Rav, c'est pas à moi que parler, c'est pas possible. De quoi? Alcatraz? Je vais pas aller, bref, c'est pas pour moi. Je dis, c'est pas pour moi, non, je vous en supplie, faites pas ça. Mais tu peux aller comme ça. Je dis, non, je peux pas. Je dis, non, honnêtement, je peux pas. Mais il dit, écoute, mes enfants, ils ont été là-bas, tu vas aller là-bas. Il m'a dit, tu vas le grand Natzlacha. Il m'a dit, tu vas là-bas, écoute-moi, tu vas aller là-bas, tu vas une grande Natzlacha. Il m'a dit, je t'assure que tu vas réussir. Je lui ai dit, je peux pas. Ah ouais, je peux pas. Il m'a dit, écoute-moi. Je fais, bon, je suis parti. Je vois ma mère, elle me dit alors. Non, mais elle m'a dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Je fais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit d'aller à un truc là chez les Zoulous, je lui dis chez les fous. Pour moi c'était. Mais oui, quel rapport avec moi? Mais j'étais à l'antipode de ça, je fais le Shabbat, tout ce que tu veux. Mais c'était aucun rapport, moi, c'était les copains, les copines, les machins, le kiff, ça va pas, non, même pas en rêve. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Rabbi Israël, il te dit, tu fais pas ce qu'il te dit. Même ma mère, elle était pas non plus, c'était pas yeshiva, mes parents du tout, mais bon, Rabbi Israël il a dit, tu vois, c'était comme ça. J'ai dit, mais non, mais tu peux ce que tu veux. Regardez jusqu'à où j'ai été. J'ai dit, mais je vais pas. Et donc je suis parti, je me suis inscrit, j'étais jamais à l'école non juive. Je me suis inscrit, celui qui connaît à Sarcelles, à Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est le lycée de Sarcelles. Donc jamais j'étais à une école goy, jamais de ma vie. Je me suis inscrit là-bas, j'ai dit, je vais pas avec ça. Non, mais pour moi, c'était la fin de ma vie. Faut comprendre, pour moi, c'était la fin de ma vie. Pour moi, c'est des fous. Et donc je me suis inscrit tout ça. Bon, je commence au début d'une semaine comme ça. 2 semaines, et on n'a pas encore les emplois du temps. Emploi du temps,
tous les examens, tous les trucs Shabbat. Non mais attends, moi je connais des histoires. Ma soeur elle était là-bas aussi en seconde, première terminale. J'ai dit je vais faire, ils ont changé, je peux changer de classe, machin. Je vais voir le proviseur général, machin. Je vais le voir, tranquille, je dis écoute, voilà, je peux pas, je suis israélite, et machin et tout, je peux pas, moi je lui dis non, j'ai pas voulu mentir ou dire quelque chose, je peux pas et tout. C'est quoi, il m'a dit vas-y, lève-toi, tu sors, je veux même pas écouter. Même pas il m'a écouté quoi, il m'a dit c'est comme ça, y a pas où aller. Je lui dis mais je peux pas. J'étais bloqué. Je rentre à la maison, tu sais quoi, je pleurais. C'est pas de la métaphore. Je pleurais. Parce que j'avais commencé à se terminer, je vais voir ma mère, je dis écoute maman, ben, t'appelles Excellent, qu'est-ce que je fasse? Oh, je t'en mets plus, j'ai maigri de 10 kilos. T'imagines où j'allais? Alcatraz, moi c'était Alcatraz. C'était la fin de ma vie. Non mais je suis sérieux. Mais je suis honnête. Pour moi, c'était la fin de ma vie. Ben, je suis arrivé à Aix-les-Bains. C'est la plus belle année de ma vie, la plus belle. Et ça m'a transformé. Et si ce que je suis aujourd'hui, c'est là-bas. C'est à Aix-les-Bains. Quand j'ai vu le fils du Rav Chakin, donc le Rav Tzvi, Rav Meir, le Rosh Yeshiva, c'était la plus belle année de ma vie et j'ai jamais eu d'Atzlacha comme j'ai eu. Mon permis de conduire, je l'ai eu en un mois, c'est-à-dire avec le code et avec le... Mais c'est improbable. La plus belle année de ma vie, c'était quand j'étais Aix-les-Bains. Et ça m'a transformé. Ouais, j'ai fait la terminale là-bas, mais une année qui en vaut, des fois, tu sais, c'est relatif. Qu'en vaut 20, qu'en vaut 50, qu'en vaut 200. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Rav Israël. Je l'ai écouté, ma vie, elle a commencé transformé. Si je suis là maintenant comme ça, c'est grâce à Rav Israël. Jamais de la vie, moi, c'était le... Ah, il se rappelle. D'accord? Incroyable. Incroyable. Ouais, calme. Non, c'est pas calme. D'accord? Après, je suis venu en Israël et bon, direct. Donc, vous voyez, il y a encore personnel et des trucs, des tonnes et des tonnes d'histoires. Regardez la force et le quoi. Et je me rappellerai toujours, messieurs. Oui. Je me rappellerai toujours. J'ai eu le mérite de voir Israël un mois et demi juste avant qu'il soit Niftar. Parce que j'ai voyagé, j'étais en Israël, mais j'ai voyagé en France. Et j'ai dit à ma mère, il faut absolument, il était déjà très fatigué, mais vraiment très fatigué. Et j'ai dit à ma mère, regarde, j'arrive en février, c'était pour les vacances de février. J'ai dit, maman, écoute, absolument, il faut que j'aille voir Israël. Je suis absolument, vraiment, par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie et tout ce qu'il a fait pour nous. Je voulais vraiment Akaratatov et le remercier. Vraiment. Et j'ai eu le mérite. Et je me rappelle, il parlait plus et tout ça. Et quand, parce que aussi après, il m'a fait une bracha par rapport à j'étais Amir et ça aussi, c'est lui. Truc de fou. Et je l'avais remercié. J'ai dit, ah voilà, je suis venu vous voir juste pour une chose, pour des brachot, pour du machin, pour des conseils. Voilà. Pour vous dire ma plus grande Akaratatov. Ma plus grande Akaratatov. Et vraiment, je voulais lui dire merci, simplement. Merci. Merci pour tous les conseils qu'il nous a donnés. Merci. Moi, quand j'étais jeune, je pleurais, je me rappelle, je pleurais pour que mon père il fasse Shabbat. Nous on faisait Shabbat et mon père faisait pas Shabbat, comme j'ai raconté l'histoire. Mais je pleurais quand j'étais. Toutes mes filotes, c'est ça. Je demandais à Hachem, fais que. Et quand le jour où mon père il fait Shabbat avec cette histoire de fou avec Rav Israël, mais c'était plus. Et donc il a changé, transforme pas simplement ta vie à toi, toute ta vie de famille, toute ta vie à l'environnement, tout. Ça, il était capable de faire ça, Rav Israël, le tzaddik qu'il était. Et donc j'ai eu le mérite, encore une fois, et beaucoup, de le voir juste avant qu'il quitte ce monde-là, pour le remercier. Et ben, et il dit le rabbi, quand son beau-père il est niftar, le beau-père du rabbi c'était le précurseur, c'était lui qui a tout déclenché aux États-Unis. Il était très peiné, le rabbi, et les chassidim étaient très peinés. Il a dit pour les consoler, et sachez que la Gemara dit que le tzaddik il est nikra chaim, même le jour de sa mort. Le tzaddik il appelé vivant, même le jour de sa mort. Et il disait il est encore plus vivant le tzaddik quand il quittait ce monde-là, quand il était dans ce monde-là. Quand il est dans ce monde-là, il a son corps et le corps il imite. Mais quand il quitte le corps, il est limité, c'est infini. Rav Israël, Behemet, sa bienveillance, sa tzidkout, sa Torah, son amour, il est là. Et Behemet, celui qui n'a pas allumé de bougie hier, Lélu Shmato, qu'il allume alors qu'il rentre à la maison, lui et sa femme, fait les tfilotes, que par sa tzidkout, que par son intermédiaire, qu'il soit Médit Yosher, qui vient, qui monte à Kissa Kavod, et qui prie pour nos familles, qui prie pour nous, qui prie surtout pour l'âme Israël. Am Israël, on est dans une matzav très compliquée, qui prie pour qu'il y ait la paix Bé'am Israël, qu'il y ait le shalom Bé'am Israël, et surtout qu'on puisse très prochainement accueillir, là maintenant, le Mashiach, qu'on puisse revoir tous ces tzadikim là, qu'on puisse revoir Rav Israël, une image de Rav Israël à la synagogue de Sarcelles pendant Sukkot. Il montait sur la table et il chantait cette chanson tellement magnifique. Vesa Marta Becha Gecha, imiter l'ambiance comme ça, le revoir sur les tables à Sukkot, Bez Hashem, au Bet Amikdash. Amen.